Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Pierre Léoté. Donc bienvenue à vous. Bonjour. On est donc à Épinal. Yes. Le 3e tome des Temps Assassins vient de paraître en avant-première. Oui, avant-première pour les Imaginales. Ça y est. Donc il s'intitule Parmi les vestiges. Oui. C'est le 3e tome des Temps Assassins. Et comment est-ce que vous avez créé cette série ? À l'origine, c'était un gros projet de 9 livres. 9 livres, ouais, c'était Un beau bébé. Un gros bébé qui peut faire peur à beaucoup d'éditeurs, qui petit à petit a été réduit à 3 bouquins, puisque je voulais travailler sur 3 narrateurs différents, 3 lignes de temps différentes. Et là, ce 3e tome permet d'emboîter les 2 tomes précédents, puisque Parmi les vestiges permet de donner une autre compréhension du premier tome qui était Rouge Vertical, qui est sorti pour la rentrée littéraire en 2016, et puis permet également de donner un autre point de vue pour Les Uchronautes, qui est sorti il y a 6 mois. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il est sorti en octobre ou novembre 2018, Voilà, c'est une ça. sortie très proche pour les 2 derniers tomes. On a voulu vraiment... parce qu'il y a eu une petite attente entre le tome 1 et le tome 2. Et on a voulu effectivement éviter aux lecteurs de devoir attendre encore 2 ans. Donc on a une sortie proche, on va dire, qui a demandé beaucoup de travail, mais au moins qui permet aux lecteurs de pouvoir apprécier rapidement la fin de Du suspense. Ouais. Donc une série qui sort chez Mu Édition. Chez Mu Édition, donc toujours sous la houlette de David Atuil. Voilà, donc je vous montre le dernier petit nez avec le petit bandeau rouge. Voilà, donc chez Mu Édition qui continue de me faire confiance pour cette grosse saga uchronique, où là on va voyager au pays d'Alexandre le Grand. Donc le héros, sans déflorer trop l'intrigue, puisque voilà, on risque de spoiler, mais le héros, on va dire, côtoie Alexandre le Grand, va modifier l'histoire d'Alexandre le Grand, et on va découvrir qui est le grand méchant de toute la saga. Le grand méchant qui n'est pas si bien que ça, mais voilà, on va découvrir quel est ce mystérieux personnage qui sème un petit peu qui met son petit grain de sel dans les 2 premiers tomes. Donc on va découvrir qui est véritablement Elbion. Elbion. Personnage qu'on croise déjà dans les 2 premiers tomes. On croise dans les 2 premiers tomes, dont on parle comme une légende, comme on parlerait d'un mythe, quand on parle de quelqu'un qui est craint. Donc Elbion, qui est quelqu'un dont le but est d'accaparer la fortune, qui adore les diamants. D'ailleurs, c'est pour ça que Cindy Canevet a fait une superbe couverture où on devine les traits d'Elbion à travers les facettes de ce diamant. Alors l'idée de ce diamant, c'est également de montrer que c'est un personnage qui a différents visages, un personnage qui est complexe. Et voilà, c'était tout l'objectif de ce bouquin, que d'avoir là, on a un vrai anti-héros. On a un vrai personnage dont beaucoup d'actions sont discutables, malgré tout, comme pour les 2 précédents tomes, voilà, même pour Darwen et même pour Milady de Winter, qui était l'héroïne du premier tome, on a un héros qui est complexe. Voilà. Finalement, vous avez répondu à ma 2e question avant que je la pose, puisque c'est vrai que le premier tome se base sur Charlotte Backson. Ouais. Alors certains la connaissent peut-être puisqu'on la croise dans Les 3 Mousquetaires, c'est Milady, la méchante d'Alexandre Dumas. Ouais. Le second tome est consacré plus au dirigeant de l'horloge, qui lui est encore plus complexe, parce que bon, finalement Milady, on en apprend un peu plus dans le 2e tome sur ses motivations, sur comment... Elle n'est pas unidimensionnelle, mais voilà, c'est un personnage plus classique. Voilà. Donc finalement, vous montez en grade à chaque tome au niveau de la complexité de l'âme humaine. Ce livre-là, à construire, a été un puzzle gigantesque. Ça a été quelque chose que je ne veux pas refaire avant plusieurs années. Et puisque évidemment, comme il y a ce phénomène d'emboîtement et on change de narrateur, certaines scènes sont reprises. Alors évidemment, pour que ce soit intéressant pour le lecteur, non seulement l'histoire se poursuit, mais elle se densifie. Voilà. Donc elle se construit de manière linéaire, mais également de manière plus verticale. C'était une horreur à construire. Ceux qui ont apprécié les tomes 1 et tome 2 comprendront en lisant le tome 3 que ça va loin.
et l'histoire prend véritablement un autre sens encore, avec un final que j'ai voulu surprenant. Et donc j'ai hâte que les lecteurs puissent le découvrir. On a hâte aussi de s'y plonger. Oui. Et finalement, quand vous avez créé la série, que vous êtes passé de 9 à 3 tomes, finalement vous saviez quel tome allait présenter tel personnage, ou vous avez commencé avec Charlotte Baxon, puis vous êtes dit ah tiens je ferais bien celui-ci, et puis après avoir fini le 2... Je n'avais pas forcément 9 narrateurs différents. J'ai plus une structure qui s'articulait en 9 intrigues. Avec le recul, pour des raisons scénaristiques et aussi pour des raisons éditoriales, l'œuvre me paraissait inutilement boursouflée. Donc je voulais revenir à quelque chose de plus tendu, de plus compréhensible aussi directement. Comme pour n'importe quel lecteur, s'entendre dire il y a 9 tomes, ça peut faire horriblement peur. Là, j'aime le format de la trilogie. Après, le genre de la fantasy, du fantastique est parsemé de trilogies, donc je voulais faire quelque chose de différent. Et l'Uchronie est un genre absolument merveilleux. Et le phénomène d'emboîtement, avoir des paraquels, avoir donc des tomes 1, 2 et 3 qui s'emboîtent les uns dans les autres, m'a permis de faire, j'espère, quelque chose d'original. D'accord. Bon, de toute façon, ça ne vous empêchera pas de revenir dans cet univers plus tard. Non, plus tard, non. Ouais. Effectivement, j'ai un très très gros projet de... Je n'ai pas trop envie de déplorer le truc, mais effectivement, un gros projet sur une Amérique uchronique qui serait complètement différente. Donc voilà, à terme, je reviendrai vers le genre de l'Uchronie. Là, pour le moment, je me dirige pour un futur bouquin vers un thriller plus contemporain on va dire qui va s'aventurer vers les terres des applications pour smartphone. Et puis peut-être à terme également une intégrale de Mort au Grand, Guerre au Grand, qui va parodier Mein Kampf. D'accord, donc voilà. Vous revenez sur les petits. Ouais, mais voilà, là aussi pour boucler la boucle, on va faire un truc sympa, je pense. Ok. Et alors quand vous travaillez, vous avez une pièce genre remplie de post-it avec des fils rouges comme dans les histoires, dans les séries policières. Alors j'ai la pièce, j'ai la bibliothèque chez moi, effectivement, mais c'est une horreur, le puzzle il est cérébral. Ceux qui ont vu le palais mental dans la série Sherlock Holmes comprennent ce que c'est. Voilà. Donc je suis heureux d'avoir achevé cette construction mentale absolument terrifiante. Il a fallu évidemment relire les 2 premiers tomes, les absorber à nouveau, s'en réimprégner, et puis la magie de l'écriture, et j'espère cette magie qui va se propager pour le lectorat. Magie de l'écriture, avec des inspirations en particulier pour ce tome ? Oui, beaucoup d'inspirations, pas forcément littéraires mais cinématographiques. Après, cela reste un objet littéraire, avec énormément de soin pour le style. Mais on va dire que l'inspiration reste malgré tout visuelle. Donc je pense à des artistes comme Ridley Scott, Michael Mann toujours. Pour quelle partie, quelque chose de particulier chez eux ou... Alors ouais, pour la mise en place, des scènes, pour la lumière, pour le soin apporté au dialogue. Là de plus en plus, j'ai apporté un soin tout particulier au dialogue. Voilà, il faut impérativement, à mon sens, que les personnages aient quelque chose d'intéressant à dire, à apporter, que les dialogues soient constructifs et qu'ils soient surprenants. Donc là, j'ai voulu, avec ce dernier tome, faire quelque chose de surprenant. On a quelques illustrations à l'intérieur, faites par Cindy ou par moi-même. Alors non, je ne suis pas devenu dessinateur comme par miracle. Photoshop est mon ami, mais voilà, il y a plusieurs petites surprises. Je n'ai pas forcément envie de donner tous les secrets, mais il y a quelques petites choses à l'intérieur qui feront peut-être, qui amèneront pas mal de renouveau. Je l'espère. Ok, donc ça c'est donc Les Temps Assassins, c'est de l'Uchronie. Ouais, c'est ça. Pourquoi choisir d'écrire de l'Uchronie ? Ça vous permet d'aborder des sujets que vous aviez envie de traiter, de dénoncer certaines choses, ou non, c'est juste du plaisir? C'est un plaisir immense que pouvoir jouer avec le temps. Et de dire et si ça s'était passé comme ça ? C'est le fameux et si.
c'est de pouvoir transformer les possibles, comme dit Bertrand Campis, effectivement d'aller explorer de nouveaux territoires. L'Uchronie le permet, alors évidemment que ce soit intéressant pour le lecteur, pas juste se faire plaisir en tant qu'auteur, mais effectivement aller vers quelque chose de nouveau. Donc imaginez pour le tome 2, par exemple une bataille d'Hastings qui est complètement différente. Imaginez pour ce tome 3 un Alexandre le Grand qui n'ira pas jusqu'à l'Indus, mais au contraire, imaginez à l'inverse une armée perse qui va au contraire s'aventurer vers les territoires celtes et même au-delà. C'est faire des choses que nul n'a jamais encore écrit et j'espère que nul n'a encore jamais lu. Voilà. Donc c'est vraiment énorme et j'ai eu vraiment le sentiment avec ce dernier bouquin, ce dernier tome, d'achever une boucle. Alors il y a des inspirations, il y a des choses vers lesquelles je voulais aller. Depuis 10 ans j'y pense. Et ça y est, lorsque j'ai pu enfin mettre le mot fin, lorsque j'ai pu enfin écrire cet épilogue, ça y est, j'ai pu achever quelque chose d'important. Donc moi aussi c'est une chronique très personnelle pour moi car j'ai pu modifier ma vie, j'ai pu créer quelque chose que longtemps j'ai cru impossible. Non, j'y suis arrivé. C'est possible. Ouais, c'est possible, c'était possible. Et vous parlez en fait, donc c'est et si, donc on transforme l'histoire. Mais quand même, pour écrire, vous êtes inspiré de faits historiques qui ont réellement existé, d'habits, de coutumes, de personnages. Ouais. Comment vous faites pour jongler entre ce qui est vrai et ce qui fait partie de la fiction? Alors, le lecteur a besoin d'un cadre vraisemblable. Donc, il y a 2 écueils pour moi à éviter. Le premier écueil, c'est l'écueil d'un livre purement historicien, qui fera plaisir à ceux qui sont spécialistes d'une période en particulier, mais qui va être très aride. Voilà. Donc ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, à mon sens, c'est de se faire trop plaisir, d'aller vers le grand n'importe quoi, d'oublier la véracité historique. Donc il y a un juste milieu, pas forcément évident à trouver. Alors, il ne faut pas hésiter à s'emparer de personnages, même s'ils sont connus, même s'ils peuvent paraître intimidants. On y va. Oui, Alexandre le Grand, c'est pas le plus petit. Non, effectivement, mais ça reste un homme comme un autre, avec ses failles, avec ses doutes, même lui. Voilà, donc voilà, à mon sens, la porte d'entrée pour ces personnages-là qui sont énormes, c'est d'abord s'intéresser à eux en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà, c'est ma porte d'entrée, s'intéresser aux personnages, coller à la personne elle-même, et puis la légende, voilà, elle est ce qu'elle est, faut pas se laisser intimider. Voilà. Je pense que ça fera plaisir au lecteur de rentrer dans la psyché d'un vieux Napoléon, de rentrer dans la psyché d'un Alexandre le Grand. Alors, la vision de l'auteur peut être différente, bien sûr, de ce que l'on imagine, mais c'est tout l'intérêt d'un livre que d'aller vers quelque chose de différent. Et vous avez travaillé, vous l'avez fait relu par des historiens ou des personnes un petit peu calées dans le domaine, ou vous avez évité pour pas être pendu au écourt? Non, j'ai pas de. Ma compagne qui est historienne également, donc me relie facilement et me dit s'il y a quelque chose qui la gêne, qui bloque, qui lui paraît anormal. Moi-même, étant historien de formation, j'ai aussi, j'espère avoir ce recul-là. Et puis après, il y a donc l'histoire, on en parlait, et puis il y a également l'intrigue. Donc effectivement, ça a été lu, relu par plusieurs bêta-lecteurs. Ça, c'est important. Donc chaque tome, chaque bouquin, et celui-ci notamment, peut être réécrit plusieurs fois, parce que voilà, rien n'est parfait dès le premier jet. Ah, si, c'est bon. Ouais, t'as une bande bleutée au milieu de la file. Mais c'est bon. Okay. Et maintenant alors après, maintenant, sur quoi travaillez-vous? Là, j'ai un pur livre en route. Oh. Ouais. On a le droit déjà de savoir quelques petits éléments ou c'est top secret? Je peux pas dire le titre parce que le titre c'est le nom d'une application smartphone qui n'existe pas, une application qui est purement amorale, qui n'est pas éthique du tout. C'est un bouquin qui va être provoque. C'est un bouquin, je vais encore une fois changer de style, de ton. Ça va surprendre. Il n'y aura que 8 chapitres dans ce bouquin. Vous allez en entendre parler.
Je pense que ça va faire parler un petit peu. Donc je suis dedans, et ça va me prendre encore quelques mois. Et puis après, donc il y a l'intégrale des petits qui va venir. Et celui-ci, le premier dont vous parliez, il va sortir chez Mu aussi, chez Mu Non, Édition. je vais changer de maison d'édition, je pense. C'est encore en tractation, mais ça va se décanter là dans les mois. Et puis également dans les projets, je vais probablement me lancer dans la suite d'un livre qui s'appelle Mal à Taverne, qui a été publié en 1960. Et donc, ah mais oui, mais c'est un classique. C'est quel auteur? C'est Clavel. Voilà, donc ce livre-là, qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué, je pense, des générations de personnes. Ce livre-là, j'ai envie de faire une suite. Pas pour le plaisir juste de faire la suite d'un livre connu, parce que derrière, il y a un vrai projet. Donc voilà, ça c'est également en cours. Alors peut-être que ça se fera ou que ça se fera pas, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Très bien, de beaux projets. J'espère qu'ils arriveront à terme. On le souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis bon salon à vous. Merci beaucoup.